Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un jeune Burkinabé qui est ingénieur en télécommunications. Il est le co-initiateur du mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso, le Emerald BF. Alfred Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est quoi le Emerald BF ? Le Emerald BF est un mouvement que nous avons lancé dans le but de réveiller, de fédérer, de rassembler des voix citoyennes, des forces citoyennes, des volontés citoyennes afin de traiter des questions de développement. Notre vision est de bâtir, de façonner ce que nous appelons des citoyens bâtisseurs. Un citoyen bâtisseur est un citoyen qui s'engage à militer pour une cause. Les causes sont multiples. Il y a la cause de l'éducation, la cause de la santé, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, la question des jeunes, la question des femmes. Il y a autant de causes que le citoyen peut défendre. Et nous, donc, nous façonnons des citoyens qui vont défendre ces causes-là. Et le mérite du Emerald BF, alors, c'est quoi? Le mérite du Emerald BF, c'est justement d'alimenter le débat public avec des propositions concrètes, avec des idées nouvelles, novatrices. Les intellectuels peuvent puiser dans ces idées pour enrichir le débat. La classe dirigeante peut puiser dans ces idées afin d'enrichir les politiques publiques. Les entrepreneurs peuvent puiser dans ces idées et cela va se ressentir dans les actions que ces différents acteurs vont mener sur le terrain. Et voilà, c'est notre impact en fait. Un impact dans la profondeur, un impact dans la structure, un impact dans la façon de voir et d'aborder les défis au Burkina. D'habitude, les tribunes de réflexion comme les vôtres s'interrogent en général, s'intéressent à on va dire, au continent, à l'Afrique globalement. Pourquoi avez-vous ciblé spécifiquement le Burkina Faso? Vous regardez votre nombril, c'est ça? Non, ce n'est pas du nombrilisme. C'est vrai qu'il y a des défis qui se posent à l'échelle du continent. Mais nous, on a choisi plus précisément de se focaliser sur le Burkina parce qu'au début, il n'y avait que des Burkinabés. Vous êtes d'accord avec moi que des Burkinabés ne peuvent réfléchir que sur le Burkina d'abord, prioritairement parce que nous maîtrisons la culture au Burkina Faso, nous maîtrisons dans une certaine mesure les données du Burkina Faso, donc nous pouvons réfléchir et faire des propositions conséquentes pour le cas du Burkina Faso. Il ne serait pas très légitime pour moi de réfléchir sur un pays tel que l'Ouganda alors que je ne maîtrise pas la configuration en Ouganda, je ne maîtrise pas les données, la culture en Ouganda. Bien qu'il faut reconnaître qu'il y a des défis qui sont partagés d'est en ouest et du nord au sud sur le continent africain. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 2 ans que vous existez, depuis mars 2016, donc 2 ans et demi que vous existez. J'imagine que depuis mars 2016, vous n'avez pas dormi. C'est vrai, on a beaucoup cravaché parce que le début est très déterminant. Au début, il s'agissait de faire connaître le mouvement, il s'agissait de convaincre sur la pertinence de notre combat et de nos idées. Donc nous avons travaillé, nous avons organisé de multiples conférences, des formations, des débats, nous avons écrit des articles dans la presse, tout ça pour faire connaître justement nos idées et porter loin le combat que nous menons. Quand on parle d'opportunités de développement, de quoi parlons-nous concrètement? Opportunités de développement parce que pour nous, les problèmes, en face des problèmes, il y a des opportunités. Donc, lorsqu'il y a un problème de développement, à côté, il y a une opportunité. Et l'opportunité, alors, serait de résoudre ce problème de développement que nous rencontrons. Donc, nous voyons le monde pas en termes de problèmes forcément, mais en face de chaque problème, il y a des opportunités et nous nous appesantissons sur les opportunités. Essayons d'en dégager quelques-unes pour que les téléspectateurs comprennent ces opportunités de développement dont vous parlez, par exemple, par rapport au Burkina Faso. Il y a par exemple des défis au niveau de l'éducation. Et en face de ces défis, il y a des opportunités. Dans la santé, pareil, ainsi que dans le secteur privé, dans l'économie de façon générale, il y a pas mal de problèmes qui se posent, que ce soit la transformation, la production. C'est des problèmes que les gens soulèvent habituellement, mais lorsqu'on regarde avec un autre regard, on se rend compte que ce sont des opportunités que nous pouvons exploiter pour produire davantage, créer de la richesse et donc développer notre cher et beau pays. De quoi aurait besoin le Burkina Faso là maintenant? Vous, en tant que jeune qui réfléchissez sur ces opportunités, vous parlez des défis dans l'éducation, des défis par exemple dans la santé. Très concrètement, si on prend le secteur de l'éducation, quels sont ces défis qui sont à vos yeux désormais des opportunités pour lesquelles vous pourrez travailler et amener quelque chose de nouveau? Effectivement, si on prend le secteur de l'éducation au Burkina, il y a véritablement beaucoup de challenges. Et je prendrai un cas concret, c'est celui de l'université de Ouagadougou. L'université de Ouagadougou qui est dans une situation pas très reluisante, voilà, parce que les années académiques se chevauchent.
Les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils commencent et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils terminent. Souvent, pour faire une licence en 3 années, tu vas prendre plutôt 4 ans ou 5 ans, ce qui témoigne quand même de difficultés qui sont réelles, qui sont vécues par les étudiants. Oui. Alors, lorsqu'on propose des solutions, premièrement, nous pensons essentiellement à promouvoir, je dirais, l'entrepreneuriat dans le système éducatif burkinabé. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est clair que la fonction publique ne peut pas absorber tous les jeunes en âge de travailler. Nous avons malheureusement été éduqués dans ce que j'appelle la mentalité de la fonction publique. Oui. Nous avons tous voulu étudier, avoir des diplômes et un jour intégrer la fonction publique, alors que ce paradigme ne marche pas. Oui. Ne marche plus. Ne marche plus. Oui. Voilà, l'État ne peut pas embaucher tout le monde, c'est une évidence. Il faudra donc recourir à l'auto-emploi. Il faudra montrer aux jeunes très tôt que la façon d'avoir de l'emploi n'est pas seulement d'aller postuler à la fonction publique, mais on peut se lancer, on peut prendre confiance en soi-même, nourrir un projet et se lancer. Ça, c'est une proposition majeure que nous avons au sein de notre mouvement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il fut une année, l'année dernière, je crois, dans votre pays, l'État avait l'intention de recruter 11 000 personnes et il y a eu 900 000 candidatures. Exactement. Ce qui témoigne justement de ce fort taux de chômage qu'il y a au Burkina Faso et de la nécessité de trouver des solutions pour parer à la situation. Ce n'est pas un problème qui est lié spécifiquement au Burkina. C'est un problème qui est lié à l'Afrique en général, parce que pendant longtemps, comme vous disiez tout à l'heure, on nous a dit que quand tu vas à l'école, tu finis par travailler pour l'État, parce que non seulement c'est l'assurance, mais ça faisait que c'était l'image de quelqu'un qui avait réussi. Ça donne de la valeur. Et vous dites qu'aujourd'hui, ce paradigme ne marche plus. Il faut clairement inventer notre paradigme et recourir alors à la promotion de l'auto-emploi. Il n'est pas facile d'auto-entreprendre sur un continent où on n'a pas forcément la formation, sur un continent où on n'a pas les financements, où les banques refusent de vous suivre parce que vous n'auriez pas d'expérience. Comment fait-on? Non, ce que je dis ici, c'est clairement une orientation. Et maintenant, pour que cette orientation puisse porter les meilleurs fruits possibles, il est clair qu'il faudra réfléchir à tout ce qui entoure le monde entrepreneurial. Vous l'avez dit, il faut de la formation, il faut lever des fonds, il faut investir. Il y a pas mal de conditions qui sont autour de l'entrepreneuriat. Mais dès qu'on aura accepté que le paradigme ancien ne marche plus, qu'il faut adopter ce nouveau paradigme qui est celui de la promotion de l'entrepreneuriat, on va s'entourer de toutes les conditions qu'il faut pour booster l'entrepreneuriat, pour booster les porteurs de projets dans nos pays. Vous dites en fait que vous êtes là pour défricher. Vous arrivez, vous dites le mur est vert et on ne peut pas continuer à peindre le mur en vert parce qu'on a un problème. Il faut qu'on aille vers des couleurs qui nous posent moins de problèmes désormais. Et à ce moment, tout le monde va s'asseoir et dire « et si on mettait le mur en blanc ?» pour des raisons spécifiques. Oui, c'est ça ce que vous dites. Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte. Nous invitons les gens à reconsidérer les paramètres. À réfléchir autrement. Exactement. Au lieu d'aborder les défis sous un angle qui... Avec les mêmes dioptries pendant très longtemps. C'est ça qui ne marche pas. Il faut qu'ils changent leur façon de réfléchir. Exactement. Et si on change de paradigme, on pourra mieux agir sur les paramètres et donc changer la situation qui se pose à nous. On parle là de renouvellement de la sagesse et de l'intelligence pour des hommes qui seraient nés de nouveau. J'imagine que quand on organise des formations, parce que je sais que vous en avez déjà organisé, quand on organise par exemple des conférences, ça nécessite des moyens. Comment faites-vous pour financer votre mouvement? Actuellement, le Emeraude BF est essentiellement financé par les cotisations des membres. Donc, nous avons des cotisations mensuelles, annuelles, qui nous permettent tant bien que mal d'organiser les différentes activités que nous menons. Essentiellement des conférences, des formations, des débats, comme vous l'avez si bien rappelé. Donc, c'est essentiellement sur la base des cotisations de nos membres que nous finançons le mouvement. Mais c'est difficile. Absolument, il faut le reconnaître. Nous avons certaines activités qui nécessitent plus de fonds, mais vu que la caisse ne peut pas soutenir pour le moment ce genre d'activités, nous nous en tenons aux activités que nous pouvons mener, en attendant pourquoi pas de voir dans quelle mesure on peut lever davantage de fonds et mener des actions de plus grande envergure. Quelles pourraient être les sources de financement de votre mouvement sans corrompre l'idée de base? Parce que si vous recevez de l'argent de n'importe qui, vous serez obligé de faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Ce que vous avez dit est fondamentalement important. Nous jouissons d'une certaine crédibilité et d'une certaine intégrité à laquelle nous tenons beaucoup. Ce qui fait que nous ne collaborons pas avec n'importe qui. Nous ne nous allions pas avec n'importe quelle structure. Mais nous pouvons déjà, par exemple, nouer des partenariats avec des organismes onusiens, donc des organismes supranationaux, qui peuvent bien sûr nous aider. Et dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat, justement pour faire avancer nos activités et pour nous permettre d'atteindre un niveau supérieur à celui
dans lequel nous sommes. Votre mouvement n'a pas été suscité par un homme politique tapi dans l'ombre et qui a des ambitions pour la prochaine élection présidentielle et qui va se servir de vous, parce que j'ai vu que le Emeraude n'est pas seulement un mouvement en France, c'est un mouvement qui est en Algérie, qui est au Burkina Faso, qui est au Sénégal, et donc vous avez l'ambition d'être international. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de fédérer la diaspora burkinabé à l'extérieur et de lui faire appel au moment de l'élection présidentielle, parce qu'on a déjà connu cela? Oui, deux choses. Premièrement, le mouvement, il est dans la diaspora, mais également au Burkina Faso, le mouvement est implanté. Ça, c'est la première précision. Oui. Et deuxième précision, votre question me fait un peu sourire parce qu'effectivement, c'est la question qui revient le plus souvent. Oui. Est-ce que derrière vous, il n'y a pas une main politique, il n'y a pas une personnalité politique, il n'y a pas une idéologie politique en vue des élections présidentielles de 2020? Oui. C'est une question qui revient, donc on est très habitué. Mais j'aimerais rassurer et assurer tous ceux qui nous suivent que le Emeraude BF est un mouvement à 100% apolitique. Nous avons lancé le mouvement parce que nous avons des convictions citoyennes, celles de rassembler des forces citoyennes et de penser le développement d'une façon complètement apolitique. Derrière nous, il n'y a aucune personnalité politique. Nous pouvons l'assurer à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes là simplement pour défendre nos convictions citoyennes, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Je me disais en préparant notre entretien qu'il y a un paradoxe à propos de votre pays. Votre pays n'a jamais paru aussi fragile que maintenant. Or, la jeunesse burkinabé s'est battue pour le 31 octobre et le changement de régime. Et on aurait pu penser que ça y est, désormais le Burkina repart sur de nouvelles bases. Mais malheureusement, il y a ce paradoxe où le pays paraît beaucoup plus fragile aujourd'hui. À quoi liez-vous cela ? Non, il faut dire qu'après l'insurrection, il y a eu des acquis. On ne peut pas nier le fait qu'après l'insurrection, il y a eu des acquis au niveau des libertés civiles, des libertés démocratiques. Il y a eu véritablement des acquis. Mais il faut dire que la marche d'une nation est longue. La marche d'une nation ne se fait pas en 50 ans, en 100 ans. Mais voilà, cela prend beaucoup plus de temps. Donc il faut placer tout cela dans une perspective beaucoup plus globale. Mais ce qui fragilise le Burkina actuellement, c'est plus la question sécuritaire. La question sécuritaire, nous connaissons que le Burkina a essuyé pas mal d'attaques ces derniers temps. Voilà, les statistiques font état de près de 80 attaques depuis le premier trimestre 2015, avec au moins 133 morts, sans compter les dégâts matériels. Donc c'est véritablement la principale menace à laquelle le Burkina fait face. Une menace dont nous invitons justement la gouvernance à donner la réponse la plus appropriée possible. Comment j'évoquais le 31 octobre tout à l'heure, la jeunesse burkinabé était aux avant-postes de cette révolution, entre guillemets, au Burkina. Comment elle peut aujourd'hui contribuer à pacifier le pays? Vous parliez de la menace terroriste qui est transversale aujourd'hui pour tout le monde, mais comment cette jeunesse burkinabé peut-elle faire en sorte d'aider son pays à tenir debout face à la menace extérieure et peut-être interne aussi? Il y a plusieurs créneaux par lesquels les jeunes peuvent s'investir dans ce sens et de façon générale s'investir dans le développement de leur pays. Premièrement, je dirais qu'il faut s'engager dans les sphères de prise de décision. Voilà, nous militons pour l'implication des jeunes dans les sphères de prise de décision, qu'il y ait plus de jeunes à l'Assemblée, qu'il y ait plus de jeunes dans les directions générales, pour que la voix de la jeunesse compte. Il faut que la jeunesse aille défendre ses convictions dans les sphères où se prennent les décisions. Donc premièrement, les jeunes peuvent s'engager dans les sphères de prise de décision. Deuxièmement, les jeunes peuvent s'engager au sein de la société civile. Nous avons des organisations de la société civile qui militent, qui ont de l'impact, qui forment les jeunes, qui font entendre les voix des jeunes. Donc tout jeune alors qui désire s'investir dans le développement de son pays peut rejoindre cette tribune-là où il va, avec les autres, mener des actions collectives, des actions donc, qui vont impacter dans le sens du développement de son pays. Et troisièmement, il y a l'entrepreneuriat également qui est un créneau par lequel les jeunes peuvent créer de la richesse et donc concourir au développement de leur pays. Mais précisément sur la menace terroriste, c'est clair qu'il faudra s'engager au sein de la société civile. Il y a des organisations de la société civile qui militent déjà en la faveur d'une mobilisation générale pour soutenir les forces de défense et de sécurité et pour affirmer d'une seule et même voix que le Burkina tiendra et tiendra toujours devant cette menace. Quand je vous ai rencontré, vous me disiez que l'une des difficultés d'un mouvement comme le vôtre, c'était l'absence de visibilité. Ça m'avait beaucoup marqué ça. Pourquoi est-il si important pour votre mouvement d'avoir de la visibilité?
Il est important parce que nous avons un message. Nous avons un message, nous avons des convictions que nous voulons porter au maximum de personnes possible. Il est clair que si nous sommes de plus en plus nombreux à nous mobiliser pour la cause de la santé, la cause de la santé va connaître des progrès. Si nous sommes de plus en plus nombreux à nous mobiliser pour l'éducation ou les problématiques environnementales, ces causes-là vont connaître des progrès. Donc, il s'agit de mobiliser le maximum de personnes possible. Et pour cela, il faut de la visibilité. Il faut que les gens entendent votre message, que les gens croient en votre message et que les gens s'engagent derrière. Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, des noms que vous citez régulièrement comme des exemples. Comment ces hommes vous ont-ils impacté, vous, pour que vous soyez le citoyen que vous êtes aujourd'hui? Effectivement, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis nourri beaucoup de la pensée de ces grands hommes dont vous venez de citer. Joseph Kizerbo particulièrement parce que c'est un intellectuel qui a produit une pensée véritablement profonde et visionnaire. En son temps, déjà, il parlait du développement endogène. Il n'y a pas de développement qui ne soit pas endogène. On peut toujours collaborer avec l'extérieur, mais le développement requiert qu'on mobilise d'abord les ressources en interne, qu'on mobilise les acteurs en interne et qu'on marche d'un même pas vers le développement. Ça, c'est franchement un concept qui m'a beaucoup impressionné et sur lequel je travaille parce que c'est vérifié. On ne peut pas se développer sur la base de la mendicité internationale. On ne peut pas passer son temps à être un client de la charité internationale, comme le disait Kizerbo, et penser se développer. Non, il faut de la confiance en soi, il faut assumer ses responsabilités et prendre son destin en main. Thomas Sankara, pour moi, il incarne l'intégrité. Si nous voulons nous développer, il faudra c'est de la vision, mais il faut aussi de l'intégrité. S'il n'y a pas une gouvernance vertueuse, je pense qu'il serait difficile qu'on puisse aller de l'avant au Burkina et en Afrique de façon générale. Et Cheikh Anta Diop également, qui est un intellectuel très pointu, qui a travaillé pour la valorisation du monde noir, qui a montré que le noir également avait sa place dans le monde, qu'il avait contribué à façonner le monde. Tout ça, ça nous permet de prendre confiance en nous-mêmes, de savoir qui nous sommes et d'identifier le rôle que nous pouvons jouer dans le monde. Alfred Sawadogo, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes co-initiateur du mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso, le MROD BF. C'est ça, hein? Ça. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler donc de votre mouvement. On suivra avec attention comment vous allez vous développer et le moment venu, peut-être qu'on vous fera venir à nouveau dans cette émission pour nous parler de votre progression. C'est sûr, avec plaisir. Nous saisirons toutes les opportunités pour faire connaître notre message. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.